Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format. Aujourd'hui on va parler histoire et comme il n'y a pas longtemps c'était Halloween, on va s'intéresser aux morts et aux squelettes à travers les reliques, allant du simple bout de nonos d'un saint local au cerveau d'Einstein qui ferait saliver quelques zombies. Mais tout d'abord, qu'est-ce que sont les reliques? Les reliques sont des restes matériels que laisse l'individu qui a été vénéré au cours de sa vie après sa mort. Ce sont généralement soit des parties de son corps, des os, des cheveux ou encore des objets qu'il possédait au cours de sa vie. Elles revêtent tout d'abord d'un aspect sacré et religieux, et on va surtout parler ici du christianisme, où on croit que les reliques vont permettre de réaliser des miracles. Par conséquent, se développe très tôt un culte des reliques, attesté dès le IIe siècle de notre ère, avec les ossements des martyrs morts pour la foi chrétienne. On pense alors qu'en restant au contact de ces morts, touchés par la grâce divine, cela pourrait entraîner des miracles. Progressivement, dans toute l'Europe chrétienne, se met en place un véritable culte des reliques, et toutes les églises vont alors essayer de se procurer ces précieux ossements, qui vont être un gage de la qualité de celles-ci, entraînant un véritable commerce. Mec, regarde, si tu veux j'ai des phalanges, là j'ai des fœtus, j'ai aussi le crâne du petit Grégory si tu veux. Mettez-moi en deux. Des conflits apparaissent alors entre différentes églises pour savoir qui d'entre elles possède la véritable tête de Saint Bidule, mort en martyr pour avoir affirmé sa foi au dieu Spaghetti. Bref, des situations de tension qui sont manifestées aussi par le vol de certaines reliques, ce qui va me permettre d'aborder le vol des reliques de Saint Marc par Venise en 826. Venise cherche en effet à s'attirer la grâce d'un puissant protecteur qui puisse lui permettre de rayonner suffisamment face à Rome, sa rivale de l'époque qui dispose de Saint-Pierre. La cité des Doges se tourne alors vers l'un des 4 évangélistes, Saint Marc, dont les reliques sont conservées dans la chapelle de Boucolée, à proximité de la ville d'Alexandrie, et est vénérée par l'église copte orthodoxe en milieu musulman. Le doge de Venise, Giustiniano Partecipatio, demande alors à 2 marchands de voler la dépouille du saint. Les marchands se rendent donc alors à Alexandrie et vont retirer la dépouille de Saint Marc, qu'ils vont remplacer par un autre saint. Bah oui, en effet, pour eux, il ne fallait pas remplacer le corps d'un saint par le corps du premier clodo venu. Les marchands vont alors cacher le corps dans un panier où se mêlent feuilles de chou et viande de porc, ce qui ne donne guère envie aux autorités musulmanes d'en vérifier le contenu. C'est ainsi qu'ils ramènent le corps en 828 et le doge fait alors construire pour son nouveau locataire une basilique aujourd'hui connue comme étant la basilique Saint-Marc. Je me permets de continuer un petit peu plus l'histoire. En 1063, les Vénitiens vont décider de reconstruire la basilique Saint-Marc et à cette occasion, les reliques vont être perdues. C'est ballot, n'est-ce pas? Cependant, en 1094, lorsqu'un des piliers de la basilique s'effrite et laisse dépasser le bras du saint, cela révèle l'emplacement des reliques. Miracle, les ossements ont été retrouvés. Tout ça pour dire que les reliques vont faire l'objet d'un véritable culte, que ce soit par rapport aux ossuaires qu'on va réaliser pour elles, ou bien par le fait qu'on va essayer d'en collectionner le plus possible. En plein mois de janvier, je vais les déterrer. Je suis déterminé à tous les exposer. Saint-Pierre, Saint-Michel, Saint-Rita, Saint-François, Saint-Maurice, Saint-Lazare. Mieux vaut tous les dérober, les reliques. Cette multiplication des reliques va donner lieu à des situations pour le moins cocasses qui vont être décriées au cours de la réforme protestante, et ce notamment par Jean Calvin. Celui-ci écrivait dans son traité des reliques publié en 1547 qu'on pouvait dénombrer 3 prépuces du Christ, 14 clous de la vraie croix, alors que celle-ci n'en comportait que 3, si l'on en croit les textes, ou encore de grandes quantités de lait de la Vierge, ce qui fit dire à un auteur satirique du XIXe siècle qu'avec tout ce lait, on pourrait en faire un considérable camembert. On pourrait aussi étendre cette liste au fait que Saint-Pierre dispose de 2 têtes, aujourd'hui reconnues par le Vatican, qui se trouvent toutes les deux à Rome, une dans la basilique Saint-Pierre et une dans l'église Saint-Jean de Latran. Aussi, la multiplication des membres, que j'appellerais volontiers à défaut de la multiplication des pains, la multiplication des os, ne s'arrête pas là, étant donné qu'on trouve aussi 8 bras pour Saint Blaise, 32 doigts pour Saint-Pierre, 11 jambes pour Saint Matthieu ou encore 10 têtes pour Saint Léger, et j'en passe. Bref, à moins que les saints soient en réalité des mutants ou des êtres capables de se régénérer, ça semble difficile à croire. Ces critiques protestantes vont s'accompagner aussi d'actes de profanation, et on peut parler ici du cas de la dépouille de Saint Fulcran. En 1573, les protestants de la ville de Lodève vont s'emparer du corps de Saint Fulcran, lui retirer ses ornements, le traîner dans la rue, vendre une partie de son corps au boucher et jeter le reste à la rivière. Bref, en période de réforme protestante, il ne faisait pas bon être une relique sainte. Peu à peu, les reliques sacrées vont perdre de leur intérêt et on va se mettre à collectionner les reliques dites profanes provenant de grands hommes qui étaient connus en leur époque. C'est le cas pêle-mêle de la barbiche de Richelieu, une dent de Voltaire ou encore le pénis de Napoléon et Rasputin. Bref. Mais parlons de matières dites plus nobles, avec les têtes, ici le crâne de Descartes dans un premier temps, et dans un deuxième temps le cerveau d'Einstein. Mais avant de parler du voyage du crâne de Descartes, intéressons-nous au moment où il était encore entier et bien en vie. En octobre 1649, la reine Christine de Suède le convia à Stockholm. Le pauvre Descartes n'avait pas une santé bien bonne. Et le rythme de travail que lui imposa la reine de Suède ne lui convint guère, étant donné qu'elle le convoquait à toute heure du jour et de la nuit. Ces séances de philosophie nocturne, ainsi que le froid, eurent raison du pauvre philosophe, qui mourut le 11 février 1650.
Descartes est ensuite enterré dans le cimetière proche de la demeure dans laquelle il résidait. En 1666, la France se souvient de lui et souhaite alors rapatrier la dépouille du philosophe, confiant cette tâche au chevalier de Terlon, qui, une fois sa mission accomplie, décida qu'il méritait bien un trophée et préleva donc un des doigts de Descartes. Vous voulez pas un whisky d'abord? Il faudra près de 8 mois pour que le corps de Descartes, remisé dans une caisse en bronze, fasse le trajet entre la Suède et la France. 8 mois, c'est quand même assez long, et ce, même pour l'époque. Et cela s'explique par une raison simple, ceux qui portaient le cortège avaient juste peur que le corps soit dérobé par les Anglais. Pourquoi les Anglais souhaiteraient-ils récupérer le corps de Descartes, me direz-vous? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée, et de ce que j'ai lu dans les sources, ça n'a jamais traversé une seule fois l'esprit des Anglais, qui avaient d'autres chats à fouetter en 1666. Bon, je vous épargne les différentes péripéties du corps de Descartes, qui sera transféré de tombe en tombe jusqu'à son actuelle dernière demeure dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est le crâne de Descartes, qui semble ne pas avoir fait le voyage entre la Suède et la France. Celui-ci aurait été en effet volé par un officier suédois au moment du transfert, qui a récupéré le crâne, croyant qu'il s'agissait là d'un bon moyen de se faire de l'argent. En 1821, le crâne est retrouvé par un chimiste suédois, Jacob Berzelius, un des fondateurs de la chimie moderne, qui a acquis le crâne pour la modique somme de 37 francs. L'étude du crâne révéla que chaque propriétaire, depuis l'officier qui l'avait volé, avait pris soin de noter son nom sur celui-ci, et on retrouva aussi un poème gravé, dont je vous livre ici le premier vers, « Ceci est le pauvre petit crâne du grand Descartes ». Mais l'errance du crâne ne s'arrête pas là. En effet, au XIXe siècle, il va être ressorti par des phrénologues, une discipline nouvelle qui consiste à l'étude des bosses du crâne révélant des capacités intellectuelles et morales. Une discipline qui aura été complètement remise en question dès le XXe siècle. Le crâne finit sa course dans une armoire blindée du musée de l'Homme où il se trouve encore aujourd'hui. Le pauvre homme semble donc ne plus pouvoir retrouver sa tête. Dommage, pour quelqu'un dont on disait de son vivant qu'il avait pourtant la tête sur les épaules. Maintenant, allons, faisons saliver les quelques zombies qui pourraient regarder cette vidéo et parlons du juteux cerveau d'Einstein. Le 18 avril 1955 est un jour à marquer d'une pierre noire, car s'éteint ce jour-là l'un des plus brillants spécimens de la race humaine, j'ai nommé Albert Einstein. Le corps est sur demande de la famille autopsié, mais au cours de cette autopsie, le docteur Thomas Harvey prend l'initiative de prélever le cerveau du génie sans aucune autorisation. Les restes du corps d'Einstein sont quant à eux incinérés et ses cendres sont dispersées dans un lieu inconnu, et ce afin de respecter une des dernières volontés du scientifique, à savoir qu'on ne puisse pas lui rendre de culte. Et pourtant son cerveau va exactement jouer ce rôle, étant donné qu'il va être l'objet de toutes les convoitises et de tous les fantasmes auprès des scientifiques. Et c'est le secret du savoir et de la connaissance se trouvait précisément dans cet organe. Celui-ci va alors faire l'objet de plusieurs études pour en savoir plus. Ce beau bébé pèse donc 1230 grammes contre 1350 en moyenne pour un être humain. Désolé les onzons, votre repas ne sera pas très copieux, mais gageons qu'il sera au moins de qualité. Jusqu'en 1982, le professeur Harvey va disparaître plusieurs fois dans la nature avec son précieux bocal, jusqu'à ce qu'il se décide enfin à partager celui-ci avec ses confrères. A noter également que le professeur Harvey, excuse-moi, je me permets juste d'intervenir parce que tu as oublié un petit détail qui est quand même assez important, s'était tellement attaché au dit cerveau qu'il l'avait surnommé Frank. Ah bon? Mais t'as trouvé ça où? Enfin, j'ai trouvé ça nulle part pendant mes recherches. Tape sur Google Frankenstein. Dégage. Bref, pour quelqu'un qui ne voulait pas que son corps fasse l'objet d'une quelconque vénération, le voilà bien servi. Son cerveau est en effet trituré depuis 1955 par divers scientifiques qui essayent de comprendre l'origine de son génie. Et qui sait, peut-être croit-il que le génie est contagieux. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que cette vidéo sur les reliques vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou à me laisser un pouce. Non, posez ce couteau, je parle vraiment des pouces en bas de la vidéo, pas des vôtres. J'ai pas besoin de reliques. Cette vidéo aura été réalisée suite à la lecture du livre de Clémentine Portier-Keltenbach, Histoire d'os et illustres abattis, que je vous recommande parce qu'il est franchement drôle. Tous les liens qui m'ont servi à la réalisation de cette vidéo sont quant à eux dans la description. Enfin, je souhaite remercier les deux personnes qui m'ont aidé à la réalisation de cette vidéo, à savoir Axel Prin et Datalize, dont vous retrouvez les chaînes à ma gauche. On se retrouve donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.